J'ai l'impression que le sujet qui revient le plus dans les commentaires sous les vidéos ou lorsque je discute avec vous, c'est comment optimiser ou comment agrandir un espace. Alors bonjour à tous, je suis Ninon Petras, je suis architecte d'intérieur et décoratrice sur Paris et un peu partout en France. Et sur cette chaîne, depuis maintenant 4 ans, je vous parle de tendances déco, de conseils justement pour optimiser son espace. On parle aussi de DIY, de travaux et de brocante. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner juste ici. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je fais une petite annonce pour fêter les 4 ans de cette chaîne YouTube. Je vous fais gagner sur Instagram 2 coachings déco, donc 2 coachings en visio qui durent 1 heure. Donc pour ça, vous avez juste à participer sous la publication Instagram, je vous la mets juste ici. Donc le coaching déco, à quoi ça sert? Ça peut être super utile si vous avez des problématiques dans votre intérieur ou par exemple vous avez besoin de changer une couleur, un papier peint et vous avez besoin d'être conseillé sur ce sujet, ou alors que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans la circulation, dans l'agencement des matériaux ou des couleurs. Dans ce cas-là, pendant 1 heure, on va en discuter. On va pouvoir soit traiter une pièce bien en profondeur, soit sinon traiter un petit peu plusieurs problématiques dans votre habitat. Bon, on sait tous qu'en 2024, le mètre carré est clairement la denrée la plus précieuse. Alors que vous viviez dans un studio de 30 mètres carrés ou une villa de 200 mètres carrés, vous allez quand même forcément chercher à optimiser l'espace pour gagner de la place. Alors malheureusement, on ne peut pas pousser les murs, bien évidemment, à moins de faire des extensions, qui sont parfois des très bonnes solutions. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 5 fausses bonnes idées en termes de gain de place et d'optimisation d'espace. Donc des choses qu'on aurait tendance à faire pour avoir un espace de vie qui est moins encombré. Mais vous allez voir, souvent, ça se révèle être des fausses bonnes idées. Avant toute chose, lorsque vous cherchez à optimiser votre intérieur, posez-vous bien la bonne question. Est-ce que vous cherchez à gagner de l'espace, donc du vide, pour pouvoir circuler et avoir vraiment cette sensation d'espace physique et visuel? Ou alors est-ce que vous cherchez à gagner du rangement? Parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir de l'espace pour se déplacer ou pour ranger des objets. La première fausse bonne idée dont je voulais vous parler, c'est d'ouvrir systématiquement les espaces. Donc, faut savoir que les modes de vie, ils évoluent avec les années et les générations précédentes, on va dire, avaient l'habitude de vivre dans des espaces plutôt délimités, assez cloisonnés. Donc, on avait des salons, des salles à manger qui étaient fermées, des cuisines fermées ou semi-ouvertes et on avait vraiment cette distinction des fonctions dans l'habitat qui était plutôt pratique. Aujourd'hui, dans toutes les rénovations, j'ai l'impression que la priorité, c'est d'ouvrir toutes les cloisons, de décloisonner totalement les espaces pour finir avec un plan libre. La nouvelle norme, c'est la cuisine ouverte sur la salle à manger, sur le salon. Alors bon, ça existait déjà à l'époque, les architectes créaient des lofts dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Le loft, c'est clairement une typologie d'habitat qui est super galère à agencer. Bon, aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Mais voilà, on a cette grande mode de vouloir ouvrir les espaces, d'avoir des pièces de vie totalement ouvertes. Alors oui, vous allez gagner de l'espace puisque vous aurez décloisonné des murs, donc ça va forcément rajouter des mètres carrés. Vous aurez une vraie sensation d'espace visuel, votre regard il va porter au loin. La lumière, bien sûr, elle va se projeter beaucoup plus facilement d'un point à l'autre de la pièce. Mais le souci, c'est que moins on a de murs et plus on a de fenêtres dans une même pièce, plus ça devient compliqué derrière pour meubler. Et vous allez voir, vous allez devoir utiliser le mobilier pour vraiment structurer les espaces et bien quand même délimiter des zones salon, cuisine, salle à manger. Et c'est beaucoup moins évident que lorsqu'on a soit des cloisons, soit des demi-cloisons pour nous aider à structurer un petit peu les zones. Dans certains cas, ça marche très bien si vous avez vraiment un grand espace de vie. Donc, je pense notamment à une pièce de vie qui ferait plus de 50 mètres carrés. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir recréer des espaces distincts avec du mobilier suffisamment volumineux tout en maintenant bien des espaces de circulation. Dans mes projets clients sur lesquels je travaille, j'ai souvent des pièces de vie qui sont ouvertes. Et généralement, les clients, ils m'appellent parce que ils ont un manque de chaleur, de cosy et d'intime en fait dans leur habitat. Et en fait, si vous n'essayez pas de créer des petites zones de fonction et de délimiter les espaces, ce sera très compliqué de donner cet aspect chaleureux que tout le monde recherche dans un habitat. Naturellement, le regard, il va se perdre dans l'espace qui est plutôt grand et vous aurez du mal à retrouver cette ambiance chaleureuse que vous cherchez tant. Je vais faire un petit parallèle. Moi, j'ai pas d'enfant, mais en tout cas, je sais que les bébés, ils aiment bien être emmaillotés et serrés dans un linge pour se sentir en sécurité. Et bah dites-vous que c'est exactement la même chose pour un adulte dans une maison. Il a aussi ce besoin primitif de se sentir un peu enveloppé et rassuré. C'est ça qui apporte la sécurité et qui apporte aussi une ambiance un peu cocon dans une pièce de vie.
Et pour décomplexer un peu le sujet aussi, n'oubliez pas que les grandes surfaces de maison, c'est synonyme de richesse souvent et d'opulence, mais c'est pas forcément synonyme de fonctionnalité, de confort, de fluidité. Pour moi, c'est vraiment deux choses que vous devez totalement décorréler. Vous pouvez avoir un appartement de 60 mètres carrés qui est totalement optimisé, qui est très confortable et très chaleureux. Ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire que si vous êtes en rénovation de votre lieu de vie, réfléchissez bien avant de faire tomber toutes les cloisons et pensez bien à faire un plan d'agencement, un plan vraiment pour vous projeter dans votre nouvelle configuration de votre pièce de vie. Deuxième chose qui, selon moi, est une fausse bonne idée en termes de gain d'espace, ce sont les petits meubles. Alors, on aurait tendance à penser que si on choisit des petits meubles, ça va créer un petit encombrement et du coup, on va gagner de la place. Mais plus vous allez accumuler ces petits meubles-là, plus vous allez avoir une surcharge visuelle dans l'espace et donc rendre la surface beaucoup plus encombrée. Ce que je conseille toujours, c'est de choisir des meubles qui soient proportionnés à votre espace à meubler. Donc si vous avez un grand salon, évitez d'accumuler plusieurs mini-commodes, des mini-étagères, plusieurs mini-canapés, des petites tables, des petits piédestaux, des petits... enfin voilà, tout ce qui est petit. Si vous avez la chance d'avoir un grand salon, privilégiez plutôt un grand canapé plutôt que 2 canapés, 3 petits fauteuils, ça aura l'air beaucoup plus encombré. Et puis quand on cherche à ranger les objets, les petits meubles ne sont pas forcément les plus pratiques pour ça. Donc regardez ici ce bureau, je l'ai montré dans le premier épisode de Design Your Space et j'ai proposé en fait à cette personne un nouvel agencement pour réoptimiser sa pièce de travail. En fait, le problème principal, bon déjà c'était un tout petit espace avec énormément de fonctions à remplir. Le souci c'est qu'il y avait beaucoup de petits meubles, donc on a des trieurs, des meubles pour classer les dossiers verticaux et on voit en fait que l'espace il est mal utilisé alors que finalement si elle remplace tous ces petits modules-là par un seul et grand module fonctionnel, on n'aura pas du tout cette sensation de surcharge visuelle. Ce que je lui ai conseillé, c'est de remplacer tous ces petits meubles-là par un seul et unique grand meuble, mais peu profond. Donc le volume de rangement, il va être triplé. Donc même si le meuble il est grand par rapport à la taille du bureau, au moins elle aura besoin de beaucoup moins de meubles pour ranger tous ces documents. Pour conclure là-dessus, c'est plutôt simple à retenir. Plus on va accumuler les petits éléments comme ça dans une pièce, plus l'espace il va paraître encombré. Et ça c'est autant valable si vous avez une petite pièce ou une grande pièce à meubler. Ensuite, je voulais traiter un point sur lequel vous devez être assez vigilant si vous cherchez à optimiser votre espace. C'est tout ce qui va être mobilier modulable et notamment si vous ne le modulez jamais. Donc je m'explique. En termes d'optimisation d'espace, moi je suis très fan de tout ce qui est rabattable, escamotable, dépliable, déplaçable, les choses sur roulettes qui vont pouvoir remplir différentes fonctions et qui vont vraiment pouvoir s'adapter aux besoins en fait du quotidien. En fait, j'aime vraiment l'idée qu'un espace il puisse vivre au gré de nos besoins, de nos envies, de nos activités, du nombre de personnes que l'on reçoit. Mais souvent, ces solutions-là, elles sont choisies au détriment de notre confort et elles correspondent pas vraiment à nos modes de vie. Le premier exemple, c'est le bureau rabattable que vous allez fixer contre un mur. Alors ça, c'est un véritable gain de place si vous avez une utilisation ponctuelle du bureau. Donc si c'est juste pour faire un petit peu votre paperasse ou si vous avez un jour de télétravail de temps en temps, ce sera l'idéal. Le reste du temps, vous le fermez et là, pour le coup, vous bénéficiez vraiment de l'espace au sol. Là où par contre, ça ne fonctionnera pas du tout, c'est si vous avez mal estimé vos besoins et que finalement, le bureau rabattable, il est jamais rabattu. Donc si vous travaillez tous les jours dessus et puis finalement, vous commencez à vous étaler, vous n'avez pas forcément envie d'enlever toutes vos affaires le soir. Ce qui est dommage dans ce cas-là, c'est que le bureau, il aura le même encombrement au sol qu'un bureau normal. Mais par contre, on va pas se le cacher, il sera beaucoup moins confortable et beaucoup moins fonctionnel. Même chose aussi pour les canapés-lits. Alors c'est une super invention. Aujourd'hui, ils font des choses de plus en plus confortables. Mais on va pas se mentir, ça remplacera jamais le confort d'un vrai lit et d'un vrai matelas. Si vous vivez dans un studio, ça peut être une bonne idée de prendre un canapé-lit. Vous dites que vous allez dormir dedans la nuit, le replier le matin et comme ça quand vous allez recevoir du monde vous allez pouvoir vous en servir. Entre nous on va être honnête, votre canapé il va être constamment ouvert. Vous prendrez jamais le temps de le replier parce que vous aurez la flemme de faire la manip et je vous comprends, je ferai la même chose à votre place. Ce qui est dommage c'est que vous n'aurez pas de véritable espace salon et quand vous allez recevoir les gens vont devoir s'asseoir sur votre lit. Vous n'aurez pas non plus de véritable coin de nuit et il y a de grandes chances que le sommeil soit pas hyper confortable. Donc la solution que je conseillerais dans ce cas-là, c'est de laisser tomber ce côté modulable et gain de place, mais plutôt d'opter pour un vrai lit. Alors ça peut être un lit en 140, ça suffit largement pour un adulte normalement constitué. Dites-vous quand même que le lit, c'est la priorité, c'est l'achat numéro 1 dans lequel vous devez dépenser votre budget quand vous installez dans un nouveau lieu.
Le sommeil, c'est la santé. Donc avant d'avoir un joli canapé dans votre pièce de vie, vous devez vraiment privilégier le sommeil. Donc voilà, moi je vous conseille un vrai lit en 140 et deux petits fauteuils pour créer quand même un espace salon de l'autre côté du studio. En revanche, le canapé lit, ça reste une vraie bonne idée en tant que lit d'appoint, donc dans une chambre d'amis, dans une salle de jeu, dans un bureau ou même en guise de deuxième canapé dans un salon, mais ça ne doit pas être un lit principal. Tout ça pour dire que quand vous choisissez un élément de mobilier, avant de vous dire je vais gagner de la place, je vais prendre ce truc modulable, assurez-vous quand même de savoir si ça correspond bien à votre mode de vie et à vos besoins du quotidien. Quatrième chose que je vous déconseille en termes de gain de place, ce sont les rangements ouverts. Alors ça aussi c'est un grand sujet, je traite souvent dans mes vidéos mais je trouvais ça intéressant de vous en reparler ici. En fait il y a, je vais prendre l'exemple du meuble Kallax de chez Ikea, c'est un meuble qui est plutôt plébiscité on va dire par les designers, les architectes, parce que c'est un meuble qui est plutôt bien conçu, qui est assez minimaliste, qui est fonctionnel, qui peut servir à de multiples usages. En fait, ce sont des étagères en forme de cube avec une profondeur de 42 cm. Souvent, on les voit dans les apparts étudiants ou alors chez ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup de budget dans les meubles. Donc regardez, je vais taper Kallax sur le site Ikea. Il y a plein de configurations différentes qui fonctionnent très bien, je trouve. Mais regardez bien comment sont agencées les étagères. Systématiquement, dans les Kallax, il y a soit des portes, soit des paniers ou des trieurs pour cacher tout ce qu'on n'a pas envie de laisser à la vue. Et dans les cases vides, on expose des objets un petit peu plus décoratifs, donc des lampes, des objets déco, des livres, pourquoi pas. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Mais dans la réalité, lorsque je vois des Kallax quand je vais chez quelqu'un ou sur des projets déco, en général, vous avez tendance à accumuler tout votre bordel dans le Kallax. C'est un meuble qui est tellement profond, en fait il a été conçu pour ranger des vinyles à la base. Donc finalement vous allez mettre une rangée de livres au fond et puis après vous allez vous retrouver avec 30 cm de vide devant. Vous allez commencer à mettre plein de petits objets déco et au final le rendu ça va être un capharnaüm d'objets dans tous les sens. Et honnêtement je trouve que ce meuble-là est très pratique pour ranger des choses à condition d'avoir des rangements fermés. Mais ces cases-là ne sont pas du tout conçues pour décorer. Personnellement j'ai une règle de base en termes de rangement. Je fais vraiment la distinction entre ranger les choses qui sont utiles. Donc ça peut être l'administratif, ça peut être des câbles, des piles qui traînent, des outils ou même voilà des denrées alimentaires. C'est des choses qui sont utiles, qu'on va utiliser, mais on n'a pas envie de les avoir à la vue tous les jours. Et puis aussi ranger ou plutôt exposer des choses qui sont esthétiques, donc des cadres, des bougies, des objets déco, des vases, des plantes ou des livres. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir laisser sur des étagères ouvertes. Donc attention à ne pas acheter des étagères qui soient trop profondes, que vous n'allez pas pouvoir décorer derrière. Donc par exemple, tout ce qui mesure 40 ou 60 cm, ça va être trop gros pour ranger des documents, des livres, des dossiers administratifs, toutes ces choses-là. Et ça va être trop profond aussi pour exposer des objets déco. Donc essayez plutôt de choisir des étagères ou même des meubles faible profondeur, que ce soit des meubles sur mesure ou même des meubles chez Ikea. Pour les cuisines, ils ont des meubles de 37 cm de profondeur et pour les pièces de vie, il y a une gamme avec une profondeur de 28 cm. Et là, on empiète beaucoup moins sur l'espace, donc on laisse plus de circulation et on a des meubles qui sont proportionnels par rapport au volume des objets à ranger ou à exposer. La cinquième et dernière erreur en termes de gain de place, c'est de toujours meubler à sa hauteur et de ne pas capitaliser sur la surface sous plafond. Alors oui, les mètres carrés, c'est très bien, mais n'oubliez pas que dans la réalité, on vit dans un espace en 3 dimensions. Donc bien sûr, la surface du sol, ça reste important, on va pas le nier, mais la surface des murs et donc la hauteur sous plafond, c'est aussi quelque chose de très très intéressant à optimiser. Et en général, lorsque je commence des projets déco ou des rénovations, ça fait partie des choses qui n'ont pas ou très peu été optimisés par mes clients. Je vois souvent des intérieurs où on accumule un peu plein de petits meubles. Donc on a une petite commode, un petit bureau, une bibliothèque basse, une chaise, une plante. Tout est accolé et mis bout à bout. Et puis on va décorer un petit peu les murs en mettant un cadre par-ci, un cadre par-là, un autre par-là. Pourquoi ça marche pas en termes d'optimisation d'espace? C'est qu'avec tous ces petits meubles, vous allez beaucoup empiéter sur la surface au sol et aussi en termes de perception visuelle, tout va être à la même hauteur. Donc on aura vraiment l'impression d'un intérieur qui est plat, qui est sans relief et sans focus point. Alors vous détestez quand j'utilise ce mot parce que c'est un mot anglais. Je vais me faire taper sur les doigts. Je veux dire par là que c'est une zone d'attraction visuelle. Et quand je fais remarquer ça à mes clients, ils me disent généralement qu'ils ont peur de meubler sur la hauteur
parce qu'ils pensent que l'espace va paraître plus encombré visuellement ou plus chargé. Alors là, je vous le dis tout de suite, vous faites entièrement fausse route. L'idée en termes d'agencement, c'est vraiment de dynamiser l'espace en créant des jeux de volume. Alors, je vais vous citer plusieurs exemples assez parlants. Ici, par exemple, regardez ce mur de salon. Il a de multiples fonctionnalités. Donc, il y a la télé qui est intégrée. On va avoir une cheminée, il y a des rangements fermés, il y a des étagères décoratives qui montent jusqu'au plafond et c'est clairement le focus point, donc l'élément central de la pièce. Quand on entre, c'est la première chose vers laquelle notre regard va être attiré. Et bien évidemment, quand on a ce genre d'agencement-là, le reste de la pièce, il va pouvoir respirer davantage et on va pas avoir besoin de rajouter des buffets ou des commodes de partout. Je vous montre aussi ici un séjour que je viens de terminer pour un projet en Corrèze. Donc ici, on était sur un petit espace ouvert qui mêle la cuisine, la salle à manger, le salon et l'entrée. J'ai proposé plusieurs agencements à ma cliente et finalement, on est parti sur cette option-là. Donc on a choisi vraiment de capitaliser sur tout un linéaire dans le salon sur lequel on a fait des bibliothèques. Alors c'est même pas du sur-mesure, hein, c'est un Ikea hack. Donc on part sur des bibliothèques toutes simples de chez Ikea qu'on va améliorer et on va rajouter des habillages en haut. Et en fait sur le même linéaire, voilà, là aussi on a la télé, le poêle, des étagères, des placards fermés, un bureau. Et donc on peut voir que tout le reste de l'espace y respire correctement. On a largement de la place pour circuler. Et à mon avis, après les travaux, cette pièce de vie sera très confortable à vivre au quotidien. Et c'est la même chose aussi pour les cuisines. Je vous conseille vraiment de meubler jusqu'au plafond. Comme ça, vous aurez déjà la sensation d'avoir une cuisine sur mesure qui a vraiment été dessinée pour votre espace. Vous allez avoir beaucoup de rangements en plus. Alors, ils seront peut-être pas accessibles directement. Mais bon, entre nous, votre déshydrateur, votre appareil à gaufres ou à raclette, je pense pas que vous en ayez besoin tous les matins. Donc c'est pas très grave d'avoir à monter sur une chaise de temps en temps. Et puis, ça vous coûtera toujours moins cher de rajouter un caisson, de rajouter de la hauteur en fait sous plafond, plutôt que de créer un autre caisson bas au sol. La dernière option, ce serait de laisser vide au-dessus des meubles hauts. Et ça non plus, je vous le conseille pas. Vous allez avoir une accumulation de poussière et de gras. Et dans les petites cuisines, finalement, vous allez quand même finir par ranger votre appareil à raclette au-dessus de ces meubles hauts. Comme ça, vous aurez le beau carton Tefal en exposition, ce sera encore mieux. Donc voilà, que ce soit une entrée, un dressing, une cuisine, une buanderie, un dégagement, un garage, ou en fait toutes les pièces un petit peu vous allez avoir besoin de stocker. N'hésitez pas à monter vos menuiseries sur mesure ou vos menuiseries du commerce, à les monter jusqu'au plafond. Autre conseil un petit peu plus décoratif, puisque je vous ai parlé des cadres tout à l'heure, là aussi, il va falloir créer des zones d'intérêt visuel. C'est quand même un peu plus sympa d'avoir un regroupement de cadres sur un seul mur ou alors un petit triptyque plus discret et puis de laisser respirer les autres murs de la pièce plutôt que d'essayer d'en disséminer partout pour remplir l'espace. N'ayez pas peur de laisser respirer vos murs. Ils ont besoin de ça aussi et c'est vraiment là que vous allez aussi gagner en espace et en confort visuel. Voilà, donc c'en est tout pour les 5 fausses bonnes idées en termes de gain de place. J'espère que ça vous permettra d'éviter de tomber dans le panneau et surtout, voilà, faites bien la distinction entre espace visuel, espace de circulation, espace de rangement. Ce sont vraiment des notions très différentes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez envie de me soutenir, merci de mettre un petit like, de vous abonner à cette chaîne YouTube et pourquoi pas aussi de me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye! And I'm getting lost in these conversations and I think I know if this is long and haven't had enough. Well, you take me in, I've come a long way.